Au moment où le monde a consacré Smokey Robinson comme une légende, une partie de son histoire était déjà restée secrète. Elle ne correspondait pas au récit lisse de la Motown. Elle était faite de loyauté, de regrets et d'un lien qui refusait d'être enfermé dans une simple étiquette. Ils ont grandi ensemble, gravi les échelons ensemble et vu se former tout un mouvement autour d'eux. Aux yeux du public, ils étaient collaborateurs amis, symboles d'une époque. En coulisses, la réalité était bien plus complexe. Au fil des ans, Smokey a oscillé entre déni et esquive, sans jamais vraiment dire oui ni vraiment non. Aujourd'hui, des décennies plus tard, n'ayant plus rien à protéger, il laisse enfin échapper une vérité. Ce faisant, il confirme discrètement ce que beaucoup soupçonnaient, mais n'avaient jamais pu prouver l'enfance qui a façonné Smokey Robinson. Né William Robinson Jr., le 19 février 1940 à Détroit, il a grandi dans une famille ouvrière où l'argent était rare, mais où l'amour ne manquait jamais. Pourtant, l'amour ne put tout sauver. Ses parents divorcèrent alors qu'il était encore jeune. Peu après, la vie le frappa d'un coup encore plus dur. À seulement 10 ans, il perdit sa mère. Dès lors, sa sœur aînée prit le relais et devint sa protectrice, son pilier à bien des égards. La musique devint son refuge. Dans les environs de Détroit, il chantait dans des groupes locaux, trouvant du réconfort dans les harmonies et les mélodies, tandis que le monde autour de lui était en perpétuel mouvement. C'est durant ces premières années que l'on commença à l'appeler Smokey, un nom qui un jour résonnerait dans le monde entier. Beaucoup pensaient que ce surnom avait un lien avec son teint, mais il n'en était rien. Il lui venait de son parrain et oncle préféré Claude. Petit garçon, Robinson était passionné de western et son oncle Claude l'emmenait au cinéma dès qu'il le pouvait. Un jour, il décida que son neveu méritait un vrai nom de cow-boy et le baptisa Smokey Joe. Robinson l'adora tellement que ce nom devint une partie intégrante de son identité. Il se souvenait que depuis l'âge de 3 ans, lorsqu'on lui demandait son nom, il ne répondait jamais William, mais toujours Smokey Joe. Vers l'âge de 12 ans, il abandonna le Joe et garda Smokey. Le surnom, lui, était resté. Quelques années plus tard, il forma son premier groupe, les Matadors, qui deviendront plus tard les Miracles. Ce surnom d'enfance né dans les salles de cinéma et au sein de sa famille a fini par voyager bien au-delà de Détroit et entrer dans l'histoire de la musique. Malgré les rumeurs, Robinson a toujours affirmé que son surnom n'avait rien à voir avec sa couleur de peau. Il avait entendu cette histoire. Il comprenait pourquoi on le croyait, mais il le réfutait systématiquement. Le surnom Smokey venait de sa famille, pas de son apparence. Derrière cette voix douce et cette présence apaisante se cachait pourtant une histoire familiale, marquée par la peur, la survie et la brutalité du racisme aux États-Unis. Plus tard, Robinson racontera l'histoire de l'enfance de son père, un récit poignant des épreuves endurées par les familles noires au début du XXe siècle. Son père, William Robinson Sr., est né en 1896 à Selma, en Alabama. À seulement 10 ans, il travaillait déjà comme livreur de journaux pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais chaque semaine, un adolescent blanc de 5 ans, son aîné lui volait son salaire. Se plaindre n'était pas envisageable à cette époque et dans ce lieu. Cela pouvait vous coûter la vie. Le garçon continua donc à travailler, sachant qu'il y avait de fortes chances qu'on lui vole son argent dès qu'il croiserait ce gamin. Il pensa à en parler à ses grands frères, mais la peur l'en empêcha. Il savait qu'il le protégerait. Et il savait aussi que ce genre de protection pouvait attirer une foule en colère. Le risque ne le menaçait pas seulement lui, mais tous ceux qu'il aimait. Après 2 ans de vol et d'humiliation, il a fini par craquer. Son père est allé acheter un couteau de scout, non pas pour provoquer des problèmes, mais pour que cela cesse. Et ce fut le cas. Le jour de la paix, le tyran a tenté une dernière fois de le duper. Comme il refusait de lui donner son argent, l'adolescent l'a poussé à terre. C'est alors que le couteau sortit entaillant profondément la jambe du tyran.
Les cris attirèrent l'attention, et aussitôt les vols cessèrent. Mais le danger était désormais plus grand encore. C'était un garçon noir de 12 ans qui avait poignardé un adolescent blanc. Il savait ce que cela signifiait. Alors il prit une décision qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à prendre. Il marcha jusqu'à la voie ferrée, sauta dans un train en marche et disparut. Il passa son adolescence à errer de ville en ville vivant comme un sans-abri jusqu'à son arrivée à Cleveland à l'âge de 19 ans. Il ne retourna jamais à Selma, pas une seule fois. Des années plus tard, Robinson confiera comprendre la douleur de son père, mais c'est pour sa grand-mère que son cœur se serrait le plus. Elle a perdu son plus jeune enfant en une seule nuit, le voyant disparaître dans l'obscurité, sans jamais savoir s'il était vivant sain et sauf ou s'il rentrerait à la maison. C'est ainsi que le cœur de la Motown est né. En 1955, Smokey Robinson n'était encore qu'un adolescent lorsqu'il a formé un groupe de doo-wop avec quelques camarades de classe. Tout a commencé comme beaucoup d'histoires de jeunes qui rêvent de chanter. Après l'école des enfants, cherchaient l'harmonie, espérant que leur voix les mènerait vers de plus grands horizons. Mais tout a basculé le jour où Smokey a rencontré un jeune auteur-compositeur nommé Berry Gordy. Gordy a immédiatement perçu quelque chose de différent dans l'écriture de Smokey et a décidé, sans hésiter, de le prendre sous son aile. Le style de Smokey était un mélange de deux univers. Il était profondément inspiré par les harmonies doo-wop des années 1950, ses voix aériennes et ses syllabes enjouées qui résonnaient dans les rues et les gymnases. Parallèlement, il s'imprégnait de l'atmosphère douce et raffinée du jazz, alors en vogue. Ce mélange devint sa signature. Au fil de leur croissance, les Five Chimes ont évolué pour devenir les Matadors. Cette nouvelle formation a même décroché une audition auprès du manager de la légende de la soul Jackie Wilson. Un moment inoubliable pour une bande de lycéens de Détroit. Pourtant, malgré cet élan, la musique n'était pas le projet initial de Smokey. Pendant longtemps, il a rêvé d'être dentiste. Ce rêve s'est évanoui lorsqu'il est entré en terminale et qu'il a dû commencer à disséquer des objets en classe. Il a vite compris qu'il n'avait pas le cœur à ça. Alors il a changé de cap et a commencé à suivre des cours préparatoires en génie électrique. Mais Smokey n'était pas un enfant qui pouvait se permettre de se concentrer uniquement sur ses études. Il travaillait depuis l'âge de 10 ans, livreur de journaux, cireur de chaussures-courses, employé de supermarché et de pharmacie, et même livreur de télégrammes à vélo après l'école. Après avoir obtenu son diplôme Western Union, lui proposa un emploi à temps plein. Le plan était simple. Travailler pendant l'automne, économiser pour s'acheter des vêtements et des livres, puis commencer l'université en janvier. Un plan pratique et sans risque. Puis arriva le mois d'août 1957 et tout bascula. Ce mois-là, Smokey et son groupe décrochèrent une audition chez Brunswick Records, le même label qui avait produit les tubes de Jackie Wilson. Techniquement, l'audition fut un échec. La maison de disques les a refusés, mais un homme présent dans la salle les observait attentivement. Lorsque le groupe eut terminé, il les interrompit et leur demanda d'où venaient ces chansons. Smokey lui répondit nonchalamment qu'il les avait écrites. L'homme était stupéfait. Il venait d'écouter 5 chansons et n'arrivait pas à croire qu'un adolescent les ait toutes écrites. Il admit en apprécier quelques-unes, puis posa la question qui allait changer l'histoire de la musique. Smokey en a-t-il d'autres? La réponse fut affirmative. Il possédait un cahier à feuilles mobile, rempli de près d'une centaine de chansons. L'homme qui posait la question était Berry Gordy, l'auteur des plus grands succès de Jackie Wilson. Il dit à Smokey qu'il aimait sa voix et que personne ne sonnait comme lui. Dès cet instant, un partenariat légendaire était né. Les Matadors devinrent rapidement les Miracles. Et lorsque Gordy lança Tumbler Records début 1959, le label qui allait devenir Motown, les Miracles furent parmi les tout premiers artistes signés.
Berry Gordy ne se contenta pas de signer Smokey, il le façonna. Une leçon plus que toute autre l'a marqué. Chaque chanson devait reposer sur une idée claire, avec un début, un milieu et une fin. Même si la fin n'était pas parfaite, l'auditeur devait pouvoir la ressentir. Smokey a pris ce conseil à cœur et cela s'est vu presque immédiatement. Un jour, une chanson lui est venue spontanément en moins de 30 minutes. Elle s'appelait « Shop Around ». Le groupe l'enregistra 2 fois. La première version était trop lente, la seconde plus énergique. Cette version plus rapide sortit fin 1960 et début 1961, elle était partout. Elle atteignit la 2e place du Billboard Hot 100, se hissa en tête du classement R&B et devint le tout premier disque millionnaire de Motown. Le label était officiellement lancé. Smokey Robinson devint rapidement bien plus qu'un simple artiste. En 1962 seulement, 3 ans après la création de Motown, il fut nommé vice-président de la société. Cela signifiait qu'il ne se contentait pas de produire des tubes. Il contribuait à façonner l'avenir du label. L'une de ses futures stars franchit ses portes à l'âge de 11 ans seulement. Il s'appelait Steve Morris. Le monde le connaîtrait plus tard sous le nom de Stevie Wonder. Quand Smokey demanda au gamin s'il savait chanter Stevie, lui répondit avec assurance qu'il chantait mieux que lui. Cette assurance ne le quitta jamais. Smokey se souvint toujours de lui comme d'un petit garçon fougueux à la présence imposante. Stevie avait perdu la vue suite à des complications liées à sa prématurité, mais cela ne le freina jamais. À 10 ans, il maîtrisait déjà le piano, l'harmonica et la batterie. Un véritable prodige. Lorsque Stevie a commencé à composer sa propre musique, lui et le producteur Hank Cosby ont eu du mal à trouver les paroles justes pour un morceau instrumental. Ils l'ont alors soumis à Smokey Robinson pour obtenir de l'aide. Dès les premières notes, Smokey Robinson a trouvé que ça sonnait comme un cirque. Cela a fait ressurgir une vieille idée, l'image d'un clown souriant malgré un chagrin d'amour. Il a écrit une chanson sur quelqu'un qui rit en apparence mais se déchire intérieurement. Le résultat fut The Tears of a Clown. Ironie du sort, lorsque The Miracles l'ont enregistrée en 1967, Motown ne la jugea pas assez percutante pour en faire un single. Elle resta des années durant sur l'album Make It Happen, un joyau caché connu seulement des fans les plus fidèles. Même après que Smokey se soit retiré de la musique en 1969 pour se consacrer à sa famille. En 1970, un événement inattendu se produisit au Royaume-Uni. Le mouvement Northern Soul était en plein essor et les DJK étaient à la recherche de disques rares de soul américaine. Motown décida de rééditer un titre phare à l'étranger, laissant le choix à une responsable d'un fan club britannique. Elle opta pour The Tears of a Clown, qui se hissa directement à la première place des charts. Réédité aux États-Unis, le titre connut le même succès, devenant un tube incontournable et ramenant Smokey Robinson de sa retraite. Ce qui n'était au départ qu'un titre oublié d'un album est devenu l'une des chansons les plus emblématiques de l'histoire de la pop. En coulisses, Smokey écrivait sans relâche pour d'autres artistes, contribuant discrètement à façonner le son d'une époque. Il a composé d'immenses succès pour Mary Wells, Marvin Gaye, les Jackson 5 et les Temptations. Mais une chanson se démarquait de toutes les autres qui. Après le succès fulgurant de My Guy, de Mary Wells, Smokey a repris l'idée, l'a réécrite du point de vue masculin et a composé My Girl, spécialement pour la voix de David Ruffin. Les Temptations lui ont donné vie, y ajoutant leur touche magique au cœur. Ce titre est devenu l'un des plus grands succès de la Motown. Smokey n'a jamais considéré le succès comme un trésor à garder pour lui. Pour lui, Motown n'était pas une entreprise, c'était une famille. Si un artiste réussissait, tous réussissaient. C'est précisément pour cette raison qu'on le considère encore aujourd'hui comme l'âme du label.
Il est resté vice-président de Motown jusqu'en 1988, date de la vente de la société. Même après son départ, sa loyauté envers Berry Gordy est restée inébranlable. Lui et sa première épouse, Claudette, ont prénommé leurs enfants Barry et Tama, un hommage vivant à la maison de disques qui avait bouleversé leur vie. Et ce respect était réciproque. Berry Gordy disait souvent que Smokey n'était pas seulement son premier artiste ou son premier auteur-compositeur. Il était l'âme de la Motown. Et des décennies plus tard, ce titre lui sied toujours parfaitement. Les accusations les plus sombres contre la légende de la Motown révélée. Début mai 2025, une tempête médiatique s'est abattue sur l'héritage de l'icône de la Motown Smokey Robinson. Le 7 mai, 4 femmes ont porté plainte devant la Cour supérieure de Los Angeles, accusant le chanteur de 85 ans d'agression sexuelle et d'abus répétés. Les accusations explosives font état d'agressions sexuelles, de séquestration, de violences sexistes et de harcèlement moral au travail. La plainte vise également l'épouse de Robinson Francis, l'accusant de ne pas être intervenue, alors qu'elle aurait eu connaissance de son comportement. Les plaignantes affirment avoir toutes travaillé au domicile des Robinson comme femmes de ménage et assistantes entre 2012 et 2024. Ce qu'ils ont décrit dans les documents déposés auprès du tribunal a dressé un tableau profondément troublant de la vie derrière les portes closes d'une maison qui de l'extérieur paraissait calme et glamour. Une plaignante identifiée sous le nom de Jane Doe. Une a déclaré avoir travaillé pour les Robinson de janvier 2023 à février 2024. Selon elle, la première agression a eu lieu quelques mois seulement après son embauche, en mars 2023. Elle affirme que les abus ont continué, faisant état d'au moins 7 agressions avant de finalement démissionner. D'après son récit, Robinson suivait un schéma bien rodé. Elle a raconté qu'il déposait sa femme au salon de manucure et rentrait précipitamment à la maison, sachant qu'il serait seul, car elle travaillait surtout le week-end. Elle a décrit comment il l'appelait dans une chambre, que Robinson appelait sa chambre bleue, où selon elle, il fermait la porte à clé, faisait sortir son chien et apparaissait vêtu uniquement d'un sous-vêtement après sa douche. Elle a affirmé qu'il posait une serviette sur le lit avant de l'agresser, un acte qu'elle décrit comme violent et douloureux et qu'il n'utilisait jamais de protection. Jane Doe a elle aussi raconté une histoire similaire, bien que les faits se soient déroulés sur près de 6 ans. Employée comme femme de ménage de 2014 à 2020, elle affirme avoir été agressée au moins 23 fois. Elle décrit les abus comme constants et prévisibles. Robinson la convoquait dans des endroits sans caméra de surveillance, comme le garage ou la buanderie, avant de l'agresser. Elle a également allégué des agressions sexuelles répétées dans la chambre bleue, où elle affirme avoir été contrainte à des rapports sexuels et agressée sans protection. L'élément le plus marquant de sa plainte est l'emprise psychologique qu'elle allègue avoir subie. Elle affirme que chaque fois qu'elle tentait de le refuser, Robinson la menaçait de faire en sorte que sa femme la maltraite, utilisant la peur des représailles pour la réduire au silence. Jane Doe, 3, a travaillé chez les Robinson pendant plus de 10 ans de 2012 à 2024. Elle affirme que Robinson l'a agressée sexuellement plus de 20 fois. Son témoignage décrit également un rituel récurrent. Robinson sortait de la salle de bain, presque nue, déposait une serviette sur le lit et la violait. Elle affirme aussi que lorsqu'elle a résisté, il lui a offert 500 $ pour une fellation, offre qu'elle a refusée. Elle a décrit un environnement de travail marqué par des attouchements non consentis et des avances sexuelles constantes. La 4e accusatrice, Jane Doe 4, a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec le couple pendant près de 18 ans à partir de 2006. Elle n'était pas seulement femme de ménage, mais aussi assistante personnelle cuisinière et coiffeuse. Selon elle, les abus ont commencé en 2007 lors d'un séjour au domicile de Robinson à Las Vegas, où elle affirme avoir été violée.
Elle a affirmé que les agressions avaient continué pendant des années, y compris un autre incident en 2019, et des agressions répétées dans la chambre bleue de la maison principale. Elle a déclaré que Robinson n'utilisait jamais de protection et a décrit un sentiment d'humiliation profonde après chaque rencontre. Ces femmes ont expliqué leur silence par la peur. Elles ont dit être terrifiées à l'idée de perdre leur emploi, d'être publiquement déshonorées et d'avoir à supporter le poids émotionnel de dénoncer une légende mondiale de la musique. Outre les accusations d'agression, les Robinson ont également été accusés de violation du droit du travail, notamment d'heures supplémentaires impayées et de non-respect des pauses réglementaires. Ces allégations ont jeté une ombre sur une carrière qui semblait autrefois intouchable. Pendant des décennies, Smokey Robinson n'a pas été qu'un simple chanteur. Il était un symbole de la Motown, un pionnier qui a contribué à façonner la musique moderne. Mais comme tant d'autres affaires avant elle, celle-ci soulevait la même question gênante: que se passait-il réellement en coulisses? Alors que le public applaudissait, l'équipe juridique de Robinson a immédiatement réagi, qualifiant les accusations de viles et mensongères. Son avocat Christopher Frost a décrit la plainte comme une tentative d'extorsion et a accusé les avocats de la partie adverse de vouloir créer un cirque médiatique. Il a soutenu que les articles étaient truffés d'incohérences et de problèmes de chronologie et a exhorté le public à s'abstenir de tout jugement. Robinson lui-même a brièvement évoqué la situation lors d'un appel téléphonique avec le Daily Mail, se disant consterné par les accusations. Le tabloïd a rapporté qu'il semblait souffrant et qu'il a rapidement mis fin à l'appel, déclarant ne pas pouvoir s'exprimer sur le sujet. Au départ, l'affaire Z est restée civile. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a confirmé qu'aucune plainte pénale ne lui avait été soumise et la police de Los Angeles, LAPD, a refusé de commenter. Des experts juridiques ont expliqué que les affaires civiles requièrent seulement la preuve que les allégations sont plus vraisemblables que fausses, tandis que les affaires pénales exigent une preuve hors de tout doute raisonnable. L'opinion publique était partagée. Certains fans ont exprimé leur choc et leur déception, tandis que d'autres ont pris la défense de Robinson, arguant que son âge et son état de santé rendaient les allégations difficiles à croire. Il n'en reste pas moins que le passé du chanteur était complexe. Il avait longtemps parlé ouvertement de ses problèmes d'addiction et d'infidélité, et de nombreux fans avaient cru à son histoire de rédemption par la foi. Pour eux, il était bien plus qu'un artiste. C'était un survivant, une légende, un pionnier. 2 jours seulement après le dépôt de la plainte, Robinson remontait sur scène au Bow Rivage Theatre dans le Mississippi. Il n'a pas une seule fois évoqué les accusations. Au contraire, il s'est laissé aller à la nostalgie, plaisantant avec ses fans et racontant des anecdotes de l'âge d'or de la Motown. La foule chantait, riait et applaudissait. À la fin de la soirée, il quitta la scène sous une ovation debout, comme si le monde extérieur s'était momentanément évanoui. Puis, l'histoire prit un autre tournant. Le 16 mai 2025, le département du shérif du comté de Los Angeles confirma que Smokey Robinson faisait officiellement l'objet d'une enquête criminelle. Le Bureau des victimes spéciales a indiqué que l'enquête était à ses débuts et n'a fourni aucun autre détail. Robinson a de nouveau nié toutes les allégations, son équipe juridique se félicitant de l'enquête et affirmant que la vérité était une force puissante. Son avocate a déclaré à la BBC que les accusations étaient fabriquées de toutes pièces pour nuire à la réputation de Robinson et avaient transformé l'affaire en spectacle. Il a déclaré que l'enquête n'avait été ouverte que suite au dépôt d'une plainte par les accusatrices et a insisté sur le fait que ni Smokey ni sa femme n'avaient commis de faute. À la fin du mois, Robinson a riposté. Le 29 mai 2025, il a déposé une plainte reconventionnelle de 500 millions de dollars contre les 4 femmes, les accusant de diffamation et de maltraitance envers une personne âgée.
Son équipe a également demandé la levée de l'anonymat des femmes, arguant que les allégations étaient tellement déconnectées de la réalité que les Robinson étaient incapables d'identifier les accusatrices. Fin mai 2025, les soupçons pesant sur Smokey s'assombrissaient encore. Le 31 mai, une nouvelle accusation d'agression sexuelle est tombée, venant s'ajouter à la liste déjà longue des plaintes qui menacent de ternir son image. Cette nouvelle révélation survient quelques semaines seulement après que Robinson et sa femme ont été accusés de viol par 4 anciennes employées de maison. Mais elle a également rouvert d'un chapitre du passé dont beaucoup ignoraient l'existence. Selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles, leur dossier montre que Robinson avait déjà fait l'objet d'une accusation d'agression sexuelle en 2015. Cette affaire n'a jamais abouti, non pas parce qu'elle a été classée sans suite pour cause de fausseté, mais parce que le parquet a déclaré qu'il n'y avait tout simplement pas suffisamment de preuves à l'époque pour engager des poursuites. Le bureau du procureur a confirmé avoir été saisi de l'accusation par le département du shérif du comté de Los Angeles, mais a refusé de donner plus de détails, expliquant qu'une enquête en cours concernant ces nouvelles accusations est toujours en cours. Alors que le public tentait de suivre les derniers rebondissements, l'histoire prit un nouveau tournant en novembre 2025. 2 autres accusatrices se manifestèrent, portant plainte pour agression sexuelle 6 mois seulement, après que 4 anciennes employées eurent déposé une plainte de 50 millions de dollars contre Robinson. Ces femmes avaient initialement porté plainte anonymement en mai, mais le 14 novembre, ils sont retournés devant le tribunal avec une requête visant à élargir le dossier, demandant l'ajout officiel de 2 nouvelles victimes, présumées un homme et une femme. Tous 2 affirmaient que Robinson avait tenté de les contraindre à des attouchements inappropriés. Suite à ce dépôt, la plainte est passée de 4 à 6 personnes, chacune décrivant un schéma de comportement similaire. L'équipe juridique de Robinson a réagi presque immédiatement. Son avocat, Christopher Frost, a publié un communiqué dénonçant la plainte comme une tentative d'extorsion orchestrée pour exploiter une icône de la musique. Il a accusé les plaignants et leurs avocats de se cacher derrière l'anonymat pour attirer l'attention du monde entier, insistant sur le fait que les allégations étaient mensongères et que la vérité finirait par révéler leur véritable motivation financière. Des documents judiciaires consultés par le magazine People ont révélé de nouvelles allégations troublantes de la part d'une femme identifiée comme Jane Doe 5. Elle a déclaré avoir travaillé comme femme de ménage pour Robinson, de façon intermittente entre 2005 et 2011, et a décrit le harcèlement qu'elle a subi durant ces années comme étant constant. Selon son témoignage, Robinson lui a saisi la main à plusieurs reprises et a tenté de la forcer à le toucher, parfois plus de 10 fois. Elle a également affirmé qu'il l'appelait régulièrement dans la salle de bain pendant qu'il prenait sa douche et lui demandait de lui frotter le dos. Elle a allégué que Robinson lui avait touché les seins à plusieurs reprises, une expérience si traumatisante qu'elle l'a finalement conduite à subir une réduction mammaire en 2015. Ces accusations ne se sont pas arrêtées à Smokey. Elle a également mis en cause son épouse Francis, l'accusant d'avoir créé un environnement de travail hostile et d'avoir tenu des propos racistes à son égard, alors qu'elle travaillait à leur domicile. La requête comprenait également le témoignage d'un homme identifié comme John Doe. Ce dernier a déclaré avoir commencé à travailler pour les Robinson en 2013, principalement pour le nettoyage de leur voiture. Selon sa plainte, Robinson s'exhibait devant lui et se masturbait en sa présence. Il a affirmé que ce comportement s'était aggravé en 2022 lorsque Robinson a tenté de le forcer à toucher son pénis. Après cet incident, il affirme avoir été licencié, mais environ 1 an plus tard, Francis l'aurait contacté pour lui demander de reprendre son travail. Il a accepté, mais il assure que le harcèlement a continué. La plainte décrit un cycle de peur, d'humiliation
et de détresse psychologique qui l'a plongé dans une angoisse constante pour sa sécurité et sa dignité. L'avocat du plaignant John Harris a salué le courage des deux nouveaux accusateurs, qualifiant leur décision de courageuse et promettant de se battre avec vigueur pour que justice leur soit rendue. Il a également soutenu que ces nouveaux témoignages n'étaient ni aléatoires ni isolés. Selon la requête, leurs récits reprenaient presque à l'identique les accusations précédentes concernant les mêmes lieux, les mêmes dates et les mêmes faits reprochés. Compte tenu de ces similitudes, l'équipe juridique a demandé au tribunal d'autoriser l'élargissement du dossier afin d'y inclure ces nouvelles allégations. En décembre 2025, l'affaire prit un tournant inattendu. Robinson déposa de nouveaux documents judiciaires accusant l'une de ses accusatrices d'effraction. Selon ces documents, la femme aurait utilisé une vieille clé le 22 novembre pour pénétrer dans un box de stockage de sa propriété et en dérober plusieurs effets personnels. Robinson affirma que toute la scène avait été filmée par des caméras de surveillance, montrant la femme chargeur des cartons dans une voiture et partir en compagnie de 2 autres personnes. La plainte soutenait que même si elle avait pu avoir une clé à son actif dans le cadre de son emploi, elle n'avait plus aucun droit légal de se trouver sur la propriété et encore moins d'y emporter quoi que ce soit. En conséquence, la famille Robinson a demandé au tribunal une ordonnance d'urgence exigeant la restitution des objets, la remise des anciennes clés et une injonction interdisant à la femme de s'approcher à au moins 100 mètres de la propriété. La femme citée dans la plainte est l'une des 4 anciennes employées de maison qui avaient initialement porté plainte contre Robinson en mai. Dans cette plainte que Robinson a catégoriquement nié, les femmes l'accusaient d'agression sexuelle de coups et blessures et de séquestration. Ce qui avait commencé comme une simple action en justice s'était alors transformé en une vaste bataille juridique qui n'a cessé de s'amplifier au gré des nouvelles accusations, contre-accusations et révélations. Cette interview plonge l'une des figures les plus emblématiques de la musique, au cœur d'une histoire bien éloignée des chansons qui ont fait sa renommée. Aujourd'hui âgée de 85 ans, Smokey Robinson confie « Elle était l'amour de ma vie ». Smokey Robinson a grandi au 581 rue Belmont, dans le quartier nord de Détroit. Et comme dans un film, une autre future légende vivait à quelques pas de là. Diana Ross habitait juste là dans la même rue. 2 enfants qui grandissaient dans le même quartier bien avant que le monde entier ne connaisse leur nom. Peu après, la famille de Diana déménagea dans la cité H.L.M. de Brewster Douglas, où elle rejoignit un groupe de filles locales appelé les Primes. Ce groupe deviendrait plus tard les Supremes. Et lorsque Diana décida de se consacrer sérieusement à la musique, elle savait déjà exactement qui appeler. Smokey la connaissait depuis qu'elle avait environ 8 ans. Au moment où Motown était lancé et que Diana s'apprêtait à obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, elle le contacta. Elle voulait qu'il écoute son groupe. Il écouta, reconnut immédiatement leur talent, et cet instant marqua le début d'une histoire extraordinaire. Dans ses mémoires Secrets of a Sparrow, Diana décrit plus tard Smokey comme le frère de cœur des Supremes. Il n'était pas seulement un ami. Il était un mentor, un guide et une personne en qui elle avait une confiance absolue. Même s'il était constamment sur la route, au fur et à mesure que le succès des miracles explosait, leur lien s'est forgé sur des années de racines communes, de rêves partagés et de luttes partagées. Ce lien dépassait largement le cadre de l'amitié. Entre 1965 et 1970, Diana a entretenu une relation très médiatisée avec Berry Gordy, ami proche et patron de Smokey. Leurs sphères personnelles et professionnelles étaient étroitement liées, et la naissance de leur fille Rhonda 9 mois seulement après la fin de leur relation n'a fait qu'ajouter une nouvelle dimension à l'histoire complexe du cercle intime de Motown. Des années plus tard, en 1985, Smokey a fait une apparition surprise à Diana sur scène lors de sa résidence à Las Vegas.
Debout devant le public, il a fièrement rappelé à tous qu'il avait été là dès le début de son parcours. L'instant était empreint de joie et d'émotion. Les deux artistes ont partagé des rires, un baiser, puis ont interprété en duo sa chanson « Missing You ». Pour deux personnes ayant partagé des décennies de vie et de musique, c'était un moment rare, immortalisé en public. Et curieusement, malgré tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, ils n'avaient jamais enregistré de duo officiel en studio. Dans une interview ultérieure, Smokey s'est enfin confié sur son histoire personnelle avec Diana. Quand il a été révélé qu'elle avait écrit sur leur relation, il ne l'a pas nié. Il l'a confirmé et a admis que leur histoire avait duré plus longtemps que prévu, d'autant plus qu'il était marié à l'époque. Cet aveu lourd de sens a jeté un éclairage nouveau sur leur relation. Cette franchise contrastait avec une interview précédente où Smokey avait balayé d'un revers de main toute idée de romance. À l'époque, il avait insisté sur leur lien d'enfance, expliquant qu'ils avaient grandi à 4 maisons d'écart et qu'ils avaient toujours été très proches. Relancé sur le sujet, il avait de nouveau ri, affirmant que leur proximité avait simplement été mal interprétée. Ce qui restait indéniable en revanche, c'était la profondeur de leur relation. De simples enfants du quartier à icônes de la Motown Smokey Robinson et Diana Ross partageaient une histoire qui dépassait largement le cadre de la musique. Plus profonde que la célébrité et bien plus profonde que ce que le public a jamais vraiment imaginé.